Bonjour chers amis, alors nous parcourons dans ce mois de juin la situation des familles particulières que Maurice Laetitia avait en particulier appelé du mot de irrégulière. Alors c'est mis entre guillemets parce que irrégulières, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas normales puisqu'elles sont dans l'état des faits peut-être assez courantes. Alors nous avons parlé longuement des familles monoparentales, dont on sait qu'elles ne sont pas d'aujourd'hui parce qu'elles étaient déjà au temps des veuvages assez nombreux pour les femmes qui mouraient qui mouraient en couche. Il y avait donc ces hommes qui veulent se remarier, donc des deuxièmes noces existent de tout temps. Et donc ce sont ces familles monoparentales qui aujourd'hui sont plus nombreuses parce qu'on se trouve à la situation de parents qui élèvent seuls des enfants, soit seuls par le divorce, soit seuls par le décès du conjoint. Alors donc les familles monoparentales sont nombreuses, mais il y a, et c'est aussi très porté par une revendication, il y a aussi les familles dites homoparentales, dont je voudrais que nous puissions aujourd'hui réfléchir à ce qu'il s'agit, pour ne pas mettre tout sur le même plan. Car s'il y a différentes familles, je veux bien le dire, c'est des familles qui sont sous un mode différent, sans doute parce qu'une famille que j'appelle complète, avec hommes, femmes et enfants, et finalement des familles naturelles, c'est pas simplement la famille dite patriarcale, d'origine ancienne, et qui finalement peut être remplacée par d'autres familles. Parce que ces autres familles-là, eh bien, elles ne sont pas dans la même perfection ou avec les mêmes conditions, justement, d'équilibre pour parvenir au bonheur. Donc, pourquoi, effectivement, admettre que des lois veulent mettre sur le même plan des familles traditionnelles, des familles monoparentales, homoparentales, etc. Puis il y a aussi les familles adoptives. Voilà, alors parlons aujourd'hui de cette chose un peu nouvelle qui s'appelle la reconnaissance de familles homoparentales. Parce que, bien sûr, c'est parce qu'il y a derrière une reconnaissance plus précise de l'homosexualité dans notre société. Est-ce que, pour parler de l'homosexualité, est-ce qu'il s'agit d'une faille dans la personne humaine qui proviendrait de c'est ce que disent certains psychologues et certains psychiatres, il s'agirait d'un développement psychologique chez l'adolescent, en particulier qui n'ayant pas vécu avec un père, ça ne peut être qu'une cause parmi d'autres, mais des adolescents qui auraient vécu sans père et qui de ce fait cherchent le père qu'ils n'ont pas eu, parvenu dans la vie adulte, et qui justifierait donc le rapport homosexuel d'un homme avec un autre homme. Et alors, est-ce que ça peut s'appliquer parallèlement, bien sûr, à des femmes homosexuelles dont une femme n'ayant pas eu un rapport construit, équilibré avec sa mère, recherche de nouveau ce rapport avec une autre femme? Ça ne peut être qu'une explication. En tout cas, ces comportements de l'adulte face à ce choc qu'ils vivent eux-mêmes, ce choc qui les met dans une situation différente du reste d'une population, ça peut très souvent être expliqué au regard de leur éducation, de leur vie enfantine. La personne homosexuelle, finalement, se confronte à une situation psychologique et sociale qui reste douloureuse. C'est pour ça que ça demande une très grande attention, une écoute attentive et finalement une réelle compassion pour ce qu'ils peuvent vivre. Peut-être qu'il s'agit d'un désir inassouvi et insatiable qui s'impose à ces personnes-là, sans que finalement elles n'aient pu effectivement le choisir. Et la personne homosexuelle est en décalage finalement avec la réalité de ce qui fait la différence sexuelle. Peut-être qu'elle la fuit en permanence, cette différence-là.
Elle a du mal, autrement dit, à s'incarner dans la durée parce qu'elle est toujours soutenue par cette pulsion qui la pousse vers le même, à s'engager vers le même sexe qu'elle, et elle est en train de fuir comme en permanence la différence sexuelle. Ça laisse augurer, bien sûr, du coup, une fondation amoureuse et familiale assez instable. À la fois amoureuse dans cet amour qu'on appelle homosexuel, mais aussi familiale, parce qu'il y a ce désir, en même temps, c'est clair, de vivre la vie familiale au sein même d'une relation homosexuelle. Freud, pour lui, l'homosexualité, c'était un arrêt dans le développement psychosexuel. Alors, ça n'en fait pas une maladie ou une tare, mais c'est plutôt une blessure, une cicatrice, quelque chose qui s'est produit autrement dans l'histoire de la personne. Et je ne crois pas à quelque chose qui serait natif, qui serait complètement originel, sauf peut-être chez l'hermaphrodite, parce que l'hermaphrodite, c'est 0,2% des hommes qui ont effectivement un système sexuel qui s'est développé de façon très particulière. Donc, en dehors de cet aspect-là, qui est donc génétiquement possible, je crois que c'est beaucoup plus souvent l'évolution de la personne et ce qu'elle a pu vivre. Donc, ça a un fondement beaucoup plus psychologique. Et bien sûr qu'il ne faut pas caractériser l'homme en homo et hétéro, ce qui donne justement une vision très égalitaire et qui est assez curieuse. Je pense qu'il faut séparer pour distinguer, justement. Parce que le monde ne se divise pas entre homo et hétéro. Ça, c'est ce que certains mouvements veulent imprimer dans la société. En réalité, la distinction entre les hommes reste toujours la distinction entre les hommes et les femmes. C'est un fait tout à fait évident. Et donc, un amour homosexuel peut être légitime, pourquoi pas? Mais en tout cas, pourquoi aurait-il besoin d'une loi pour le protéger? C'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, l'amour hétérosexuel n'a pas non plus besoin d'une loi pour le protéger. Parce que, justement, ce n'est pas une loi positive qui doit décider de ce qu'est le statut de la relation entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou deux femmes. En réalité, c'est une affaire qui relève de la psychologie, de l'affectivité, mais pas tout à fait de la raison, ou en tout cas pas du droit. Voilà, et s'il faut s'arranger de cette réalité homosexuelle, c'est vrai que ça reste difficile à intégrer, et dans n'importe quelle société. Voilà. Alors faut-il maintenant par ailleurs parler de couple, quand on a deux hommes ou deux femmes qui vivent ensemble? Eh bien, le français, c'est le français. Ce mot a toujours été réservé d'ordinaire à la parité homme-femme. Et c'est comme un emprunt sémantique, peut-être même une supercherie, qui fait parler de mariage homosexuel. Il vaut mieux parler de duo. Parce que vous voyez que cette liberté des homosexuels, qu'il faut absolument reconnaître, bien sûr, elle conduit du coup à des droits, alors qu'en fait, l'exigence et les conditions d'un couple, ça ne relève pas sur des droits, mais ça relève sur des devoirs. Et ce sont ces devoirs que des homosexuels ont du mal à réaliser, justement, à cause de la non-complémentarité des sexes. Parce que le mariage, ce n'est pas une reconnaissance sociale de l'amour entre deux personnes, mais c'est la légalisation d'un accord entre un homme et une femme. C'est pas l'amour qui fonde le mariage, et c'est donc pas cette tendance affective qui existe dans un duo d'homosexuels qui peut donc prétendre devenir mariage de ce fait, puisque l'amour ne repose pas sur l'amour. Le mariage ne repose pas sur l'amour. On fonde pas une famille là-dessus. On fonde une famille sur l'accord, l'alliance entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que ce droit à la procréation pour des couples homosexuels, on en vient à ce que peut être vraiment cette question d'une famille, une famille homoparentale. Eh bien, c'est un peu curieux parce qu'on ne peut pas reconnaître de droit une autorité à la personne qui décide d'éduquer des enfants et devenir ainsi une famille. Il y a une alliance et une filiation qui fondent la famille,
qui n'existe ni l'une ni l'autre dans ce que veut vivre un couple homosexuel. Voilà, et alors c'est aussi parce que par la PMA et puis la GPA, on peut aujourd'hui concevoir, sur le plan pratique, qu'un couple homosexuel peut très bien recevoir, entre guillemets, un enfant. Nous allons voir après la pause, bien sûr, ce que ça veut dire du côté de l'enfant. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis anxium. Tu septiformis munere, dictus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans scuturam. Accende lumen sensibus, infunda amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, Doctore sic te previo, vitemus omne naxium. Per te sciamus da Patrem, nascamus atque filium, te cutriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum secula. Eh bien, parlons très précisément de ces familles homoparentales, c'est-à-dire de personnes qui vivent ensemble, deux hommes et deux femmes, et qui désirent avoir une famille et donc avoir un enfant. Mettons-nous maintenant du côté de l'enfant. On sait bien que tout enfant demande un jour à ses parents « Comment on m'a fait et d'où je viens ?» Voilà une question qui devient un peu compliquée quand il te trouve en face de deux papas. Voilà. Alors, selon les sociologues, toujours, les pères qui sont gays, qui vivent ensemble, deux hommes vivant ensemble, ça fait vaciller profondément la conception de l'enfantement. D'autant plus que l'enfantement, dans toutes les sociétés, a toujours été très très lié à un personnage principal qui est la mère. Dans cette nouvelle configuration, du coup, de deux hommes qui accueillent un enfant, on voit que la femme n'a pas du tout de place. Il faut que cette femme soit introduite d'une façon très particulière. Et c'est la question des tiers de naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on admet, et c'est du droit positif et pas du tout du droit naturel, qu'une famille peut être conçue avec deux pères parce qu'il y a forcément l'introduction d'un tiers, qui va être une mère, qui va, par sa grossesse, donner un enfant à ce couple. Alors c'est le principe de la GPA, bien sûr, on est dans la gestation pour autrui, et cette question de
de la mère qui est, pour ainsi dire, entre parenthèses dans ce couple et qui n'est pas partie prenante de cette famille homoparentale. C'est ça qui est très curieux. C'est parce qu'on a réussi à faire cet artifice intellectuel un peu particulier qui coupe la mère en trois. Aujourd'hui, on parle de la mère qui est donneuse, c'est celle qui a porté l'enfant. Non, pardon, la mère donneuse, c'est celle qui donne l'ovocyte. Cet ovocyte fécondé peut être mis dans un autre utérus, c'est la mère gestatrice qui va porter l'enfant pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, il y a celle qui va élever. Et alors, dans ce schéma de ces trois mères, la mère donneuse, la mère gestatrice et la mère qui éduque, on enlève la mère qui éduque et on décide que ce sera deux papas. Dans le cas de le couple homoparental avec deux femmes, ça ne se passe pas de la même façon. Ce sont deux femmes dont l'une accepte d'être fécondée par un tiers de naissance aussi, et donc cette fois-ci c'est un père qui s'ajoute, mais qui est mis entre parenthèses, un père qui est là sans être là, parce que c'est le père qui va donc pour le coup donner, c'est le père donneur, et qui donne à une de ces deux mères la fécondité. Et alors, bien sûr, la mère reste là gestatrice et éducatrice. Mais la mère éducatrice n'est pas unique, elle se double, puisque dans ce couple-là, il y aura deux mères. Alors voilà ce qui est le schéma que l'on estime être, pourquoi pas, tout à fait valable, bien, parfait. On est dans des relations qui sont très compliquées parce que, comme on le sait de tous les enfants du monde qui n'ont pas eu de père ou de mère et qui recherchent tôt ou tard le père ou la mère parce que c'est fondateur de leur identité. On ne peut pas se fonder sur seulement un père ou une mère et pas non plus sur deux pères ou deux mères. On a besoin psychiquement de se fonder sur deux pôles, un pôle masculin, un pôle féminin. Et voilà pourquoi un enfant qui n'a pas connu son père ou qui n'a pas connu sa mère est en recherche tôt ou tard et de façon plus ou moins prononcée de ce qu'a été son père ou de ce qu'a été sa mère. Et donc il y a ce manque capital dans une famille homoparentale. L'enfant est privé d'un de ses parents. Et je dis bien que ça touche les deux types de familles monoparentales, soit qu'il y ait deux papas ou deux mamans. Alors maintenant, du côté des enfants, bien sûr que c'est trop récent. Pour comprendre ce qu'un adulte ayant vécu comme ça, il commence à y avoir des adultes, parce que ça existe depuis 20 ou 30 ans, mais on n'a pas encore des études assez sérieusement faites, sinon que ces études sont orientées. Voilà. Et on découvre que quand on interroge les enfants, il y a une façon de les interroger par des questions très précises et orientées, mais il y a aussi des études qui sont manifestement pas honnêtes parce qu'elles ne relèvent que des témoignages positifs, en disant, voyez, les enfants, finalement, ils ont été très bien élevés par deux papas qui ne leur ont donné que des bonnes choses, beaucoup d'amour, de tendresse, ou deux mamans, et que c'est beaucoup mieux qu'un couple où le père et la mère se disputent. C'est un argument très curieux. Pourquoi choisir forcément que dans un couple on se dispute, forcément, et que dans un couple homosexuel, il n'y a jamais de dispute? De fait, il y a une réalité, c'est que les couples homosexuels divorcent, se séparent beaucoup plus que les couples hétérosexuels. Je crois que c'est 4 fois plus. Donc le couple homosexuel, en soi, est un couple très instable. Puisque, on l'a déjà dit, l'homosexualité repose sur une sorte de soif inextinguible, une sorte d'un inaccomplissement qui est toujours là. C'est ce qui rend la famille, justement, homoparentale très instable. Donc, donner un enfant à un couple homosexuel pour qu'il l'élève, c'est le placer dans un milieu qui est beaucoup plus instable. Et donc, ça ne peut pas être une formule familiale qui est finalement si heureuse que ça. Et c'est ce qui fait en tout cas la souffrance de ces enfants-là, parce que ces enfants, en général, quittent très tôt le couple parental, ce couple homosexuel. L'enfant s'en défait très vite.
et il va justement chercher très vite à reconstituer son identité. C'est pour ça qu'il va aussi connaître quelquefois une sexualité trompée, une sexualité qui va être difficile. Non pas qu'un enfant dans un couple d'hommes homosexuels va forcément être homosexuel, non pas du tout. Au contraire, c'est quelquefois tout à fait le contraire qui se passe. Et de même avec un couple de femmes homosexuelles, l'enfant n'est pas forcément, qu'il soit garçon ou fille, n'est pas forcément aussi dans l'homosexualité. Ce qui veut bien dire que dans le fond de l'être humain, on ne tue pas ce besoin de s'affronter à la différence sexuelle. Et voilà, donc pour moi c'est une question. C'est une question qui n'est pas solutionnée, qui ne le sera jamais. Parce qu'on ne fait pas quelque chose de normal avec quelque chose qui a pu être amputé, qui a pu être blessé, qui a pu être justement difficile à vivre. Voilà. Alors, ça veut dire que famille homoparentale, c'est pas un bon truc, quoi. Franchement, être dans construire et faire des lois, ça a été le propre de la loi Taubira, que beaucoup de pays, vous savez, aujourd'hui récusent. Par exemple, du côté de l'adoption, il y a des pays qui ont fermé à la France la possibilité d'adopter leurs enfants pour ne pas qu'en France, ils puissent un jour être finalement repris dans une adoption par un couple homosexuel. Voilà, c'est dire que on a joué peut-être un petit peu avec le feu. En tout cas, le bonheur de ces personnes-là ne tient pas à ce contrat bricolé sur ce que, de fait, la science leur permet de faire avec la PMA ou la GPA. Peut-être que le recours à l'adoption aurait quelque chose déjà de plus juste. Ça serait peut-être plus juste, mais en tout cas, ça reste aussi marqué par cette fragilité de ce que l'enfant ne se confronte pas à un père quand il est avec deux mères ou à une mère quand il est élevé par deux pères. Et je répète que ces études ont été souvent trop orientées par des partisans de l'homosexualité et que les enfants nés de ces deux parents de même sexe ne semblent pas du tout affronter la situation comme d'une façon heureuse, même s'ils peuvent l'affronter du mieux qu'ils peuvent. C'est surtout ça. Mais il n'y a aucune étude qui révèle que ces enfants nés dans ce contexte-là sont des enfants qui sont parfaitement heureux. Ce n'est pas du tout prouvé. Voilà. Alors, confions en tout cas toutes ces personnes qui sont peut-être engagées dans cette difficile question de vivre cet amour très particulier qui peut être l'amour homosexuel, mais qui en même temps ont ce désir qui est tout à fait compréhensible de fonder une famille et qui pourtant sera toujours une famille en difficulté. Prions bien parce que ces choses-là bousculent énormément aussi notre société.